Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Dans le monde de ces gens-là, on se sert. Et ce jour-là, il s'est servi. J'étais là, il s'est servi. Pour moi, le match, il est plié. Il y a Éric Zemmour et il y a une hôtesse d'accueil. Il n'y a pas de match, en fait. Une gamine de 16 ans, Nicolas Hulot, qui allait me croire? Les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. Je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Je l'ai dit à toutes les directions d'Europe Écologie Les Verts depuis que ça m'est arrivé. Je l'ai dit. Mais j'en ai fait. Il y a personne. Jamais. Mais évidemment qu'il y a personne. Et donc, mais il faut bien évidemment des gens qu'il y a qui, à un moment personne. donné, entendent le message. Mais il y a faut bien. Mais non. Ça n'existe pas. Voilà, c'est comme ça, il faut se mettre ça dans la tête. Bah, il y a alors, personne qui peut entendre. Mais comment on se débrouille? Le monde politique doit assumer ses responsabilités et écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes de ses rangs. C'est ce qu'écrivaient 285 femmes dans une tribune au Monde le 15 novembre 2021. Il aura fallu 4 ans. 4 ans après le début du mouvement MeToo en octobre 2017 pour que le milieu politique soit touché. Une preuve supplémentaire, s'il en fallait encore, de l'omerta immense qui y règne. Si le mouvement MeToo politique commence en novembre, 6 mois plus tard, lorsque les partis politiques dévoilent la liste des candidats investis pour les élections législatives, le compte n'y est pas du tout. Alors que le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad, est nommé malgré 2 accusations de viol. Des accusations pourtant connues de beaucoup, et notamment de l'Élysée, qui savait qu'une plainte avait été déposée. Damien Abad, Éric Zemmour, Jean Lassalle, Nicolas Hulot, Jean-Vincent Placé. Ces derniers mois, les témoignages et accusations de violences sexistes et sexuelles concernant les politiques se sont multipliés. Montré du doigt, le milieu politique se débat, se défend très maladroitement. Et tout ceci pose une question. Comment faire confiance à ceux qui sont censés légiférer pour empêcher et arrêter les violences s'ils ne sont même pas capables de faire leur propre examen de conscience? Pour prendre du recul, comprendre toutes ces questions et les solutions pour mettre fin à l'impunité des violences faites aux femmes, je reçois aujourd'hui Fiona Texer, une des initiatrices de MeToo Politique. Fiona Texer, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Donc, pour vous présenter rapidement, vous travaillez dans le milieu politique depuis 14 ans, vous êtes collaboratrice d'élus et vous êtes l'une des initiatrices du mouvement MeToo Politique. Vous êtes aussi la cofondatrice de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique et la co-autrice du podcast « Y a pas mort d'homme » sur Binge Audio. Alors, ces dernières semaines ont vu plusieurs révélations éclater sur des candidats aux législatives accusés ou condamnés pour violences sexuelles. Damien Abad, accusé de viol et nommé ministre des Solidarités, sans compter aussi certains candidats à la présidentielle comme Éric Zemmour, Jean Lassalle, qui ont été cités dans des nombreux témoignages d'agressions sexuelles. Comment est-ce que vous analysez, pour commencer, la séquence politique qu'on est en train de vivre en ce moment ? C'est une séquence particulière puisque nous sommes dans la première élection présidentielle post-MeToo. Et donc, ces sujets-là qui ne sont pas nouveaux dans le monde politique, pour avoir longtemps travaillé dans cette sphère-là, les violences sexuelles, ils sont très fréquentes, récurrentes, et ce, à la fois dans tous les partis de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, et aussi à tous les échelons, du conseil municipal jusqu'au plus haut niveau au sein du gouvernement. Et donc, ce ne sont pas des phénomènes nouveaux, mais je crois que pour la première fois, ils sont vraiment mis en lumière et porté à la connaissance du public, ce qui peut donner un peu une espèce d'impression d'accumulation, alors que c'est qu'il y en a une plus que petite partie très... c'est vraiment superficiel. On voit que le haut de l'iceberg, là, alors que, évidemment, il y en a beaucoup, il y en a partout, il y en a très souvent, mais pour une fois, on en parle et on espère que ça... au moins que ça interpelle les électeurs et les électrices, ou du moins que ça fasse prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Ce qui est un peu fou, c'est qu'on a un peu toujours l'impression d'entendre la même histoire. Ça a été le cas avec Damien Abad, mais aussi avec Nicolas Hulot, en disant il y avait énormément de rumeurs, on disait ne restez pas seul dans cette pièce avec lui, on savait, et pourtant on a l'impression que rien ne bouge, que c'est un peu toujours la même histoire. Est-ce que vous avez l'impression que là il y a vraiment une vague MeToo politique qui peut prendre maintenant, alors qu'elle avait commencé en novembre et qu'elle n'avait pas vraiment totalement pris dans le débat public? C'est la même histoire, en fait, depuis toujours. Parce que c'est la même histoire pour DSK, où on interdisait, ou du moins on recommandait aux femmes de ne pas se retrouver seules avec lui, dans les rédactions politiques ou dans les staffs d'élus. La même histoire pour Denis Baupin, où il y avait des mêmes mises en garde au sein des partis. En fait, c'est toujours la même histoire. Avec l'affaire Abad, on a l'impression de voir le replay de l'affaire Darmanin, à savoir un élu qui vient de chez les Républicains, qui a consacré un certain temps de sa vie à ce qu'il appelle, selon les mots de Darmanin, une vie de jeune homme, c'est-à-dire
mener une vie passée à courir après les jeunes femmes, mais parfois sans leur consentement à elles. Et de fait, chez LR, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de cellule d'écoute ou de signalement des violences sexuelles. Et donc, quand il y a ce transfuge de chez LR vers LREM, il n'y a absolument pas de suivi de ce qui se passe. Et on feint de s'étonner après que, ah bah oui, il y a des révélations, c'est incroyable. Ah bon, on ne nous avait pas dit. Bon, évidemment que beaucoup de gens étaient au courant. Pourquoi on en parle autant maintenant ? Peut-être parce qu'il y a un phénomène d'accumulation. On a passé le premier quinquennat d'Emmanuel Macron à essayer de fermer les yeux sur ce qui se passait avec Darmanin. On n'a pas voulu croire quand c'était Nicolas Hulot parce que c'était la personnalité préférée des Français. On ne voulait pas y croire. Oui, qui a été beaucoup défendu par le gouvernement. Là, il y a un moment donné où, oui, c'est vrai, c'est une réalité. Et le problème, c'est que ça ne bouge toujours pas du côté de l'exécutif. Moi, une question que je me suis posée, c'est que le mouvement MeToo politique, il a été lancé, comme je le disais, en novembre, donc 4 ans après le lancement du mouvement MeToo. Pourquoi est-ce que, à votre avis, ça a pris autant de temps ? Pourquoi est-ce que la politique est le dernier milieu touché ? Parce qu'on a vraiment eu Balance ton bar, MeToo Cinéma, on a eu vraiment tous les milieux qui ont été touchés et la politique a été l'un des derniers. Il y a des secteurs qui sont plus résistants que d'autres. En politique, on parle souvent de grandes familles politiques. Et ça devrait qu'il y règne parfois la même forme d'omerta qui peut régner dans les familles. On le voit, je ne fais pas de parallèle déplacé avec l'inceste, mais il y a quand même un peu ce mécanisme où on n'a pas envie de salir sa famille. C'est toujours plus compliqué d'aller témoigner quand ce sont des gens dont on se sent proche politiquement, pour lesquels on peut nourrir une forme d'admiration et pour lesquels aussi parfois on est dépendant économiquement. C'est le cas des collaboratrices d'élus qui, de fait, dépendent pour vivre de leur patron. Et donc, c'est encore plus compliqué de rentrer dans un processus de dire ce qui se passe. Si le monde politique résiste aussi bien, c'est aussi parce que c'est un monde qui est extrêmement masculin, beaucoup plus que d'autres secteurs de la société. Et ça a une explication historique, c'est que, à la différence de beaucoup d'autres démocraties occidentales, les femmes ont eu le droit de vote très tardivement, en 1944. Et ce qui veut dire que pendant les 150 années qui ont précédé, les hommes s'organisaient en non-mixité et ont organisé les institutions, la concentration des pouvoirs par eux et pour eux. Et en fait, ça ne fait qu'une vingtaine d'années que les femmes sont réellement élues. Elles ont bien le droit de vote depuis 70 ans, mais il y a quand même ce problème où les modes de scrutin favorisaient énormément l'entre-soi masculin. Et donc, ça fait 20 ans qu'elles pénètrent enfin le monde politique, et ça se fait parfois en payant un prix très fort, à savoir celui du sexisme, à minima, et assez souvent des violences sexuelles qui peuvent l'accompagner. Et c'est pour ça que c'est si difficile, c'est que quand on n'est pas très nombreuses, c'est encore plus dur de s'organiser. Oui, c'est ce qu'a dénoncé Édith Cresson à l'époque. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Édith Cresson, il y a un parallélisme certain. Comparé à une favorite. Oui, c'est extraordinaire. C'est M. Daubert, je crois qu'il... C'est M. Daubert, oui, M. Daubert. 200 ans après la Révolution française, vit toujours dans un boudoir. J'avais été élue députée, maire, conseiller général, j'avais été 5 fois ministre. Alors, ça veut dire que le suffrage universel ne suffit pas pour conférer la légitimité à une femme. Et c'est ce que a expliqué par exemple Oxfam dans son bilan de la grande cause du quinquennat, du fait qu'il y a de plus en plus de femmes en politique, mais aussi ces femmes n'occupent pas forcément des postes importants, donc ont moins de pouvoir, ont moins de poids. Oui, et c'est là où c'est intéressant de regarder les effets de la parité. Donc ça fait plus de 20 ans que la parité est mise en œuvre dans notre pays. Pas à tous les niveaux, hein. Ça existe sur par exemple les listes pour être élu au conseil municipal. Donc il y a à peu près autant de conseillers municipaux femmes que hommes, mais uniquement dans des communes de plus de 1000 habitants. Il peut y avoir des conseils municipaux non mixtes encore pour les petites communes. Mais quand on regarde au sommet de ces organisations-là, 80% des maires en France sont encore des hommes. C'est un chiffre énorme, on a tendance à l'oublier. Au Parlement, on est encore loin du compte. 60% des députés sont des hommes. Il n'y a jamais eu de présidente de l'Assemblée, ni du Sénat, ni du Conseil constitutionnel. Quand on regarde à la tête des départements, près de 90% sont gérés par des hommes, 90% des intercommunalités. Et en fait, il y a une parité qui, déjà, d'un point de vue quantitatif, n'est pas atteinte. Mais alors, si on regarde dans le qualitatif, c'est encore pire, puisque là, on voit que la façon dont sont répartis les postes, la façon dont les hommes ont laissé des postes aux femmes quand elles sont enfin rentrées du fait des lois de parité, eh bien, ça va être l'enfance, les questions sociales, les questions en fait qui ne sont pas valorisées par les hommes. Et ce qui veut dire aussi qu'elles sont de fait exclues des endroits où se prennent les vraies décisions, celles qui comptent. Quand on regarde à la tête des partis, regardez en ce moment même à gauche, il n'y a que des hommes. Les négociations pour l'accord pour les législatives, que des hommes. Regardez les conseils de défense sanitaire, que des hommes. Il y a quand même un côté où
ce serait vraiment se leurrer de se dire qu'on a enfin atteint une égalité dans ce domaine. Alors, il y a aussi une question qui se pose, c'est un peu celle du 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'impression que dans la société, ces questions de violences sexistes et sexuelles, il y a eu beaucoup de prise de conscience par rapport à ça. Et en même temps, on n'a pas l'impression que ça se répercute sur notamment le milieu politique. Alors que, par exemple, au moment où il y a eu les affaires d'emploi fictif et d'autres affaires, il y a un certain nombre de ministres, de responsables politiques, comme François Bayrou, qui ont été directement poussés vers la sortie. Alors que là, Gérald Darmanin ou Damien Abad ne sont pas mis en cause. Comment est-ce que vous... Il y a une indignation à géométrie variable encore en politique. Il y a des choses qu'on ne tolère plus. Par exemple, les scandales financiers, mais qui étaient beaucoup plus fréquents il y a encore 20 ou 30 ans. Ça, c'est devenu un petit peu le truc qu'il ne faut pas faire, sinon on se fait dégager par ses pairs. Voilà. Et en fait, depuis Cahuzac, donc ça fait une dizaine d'années, c'est devenu intenable d'avoir des casseroles de type malversation financière ou pas payer ses impôts, etc. Et c'est pour ça qu'a été mise en place la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d'ailleurs, à l'époque. Et on le voit que sur les questions sexuelles, c'est toujours pas perçu de la même façon. Et c'est comme si, en fait... C'est comme si c'était moins grave. C'est comme si c'était moins grave. On rappelle que François de Rugy a quand même démissionné après la révélation d'une photo où il mangeait du homard. C'est quand même nettement moins grave que d'être accusé de viol. Mais il y a aussi cette idée que c'est moins grave et puis c'est aussi beaucoup moins contrôlé et beaucoup moins sanctionné. Il y a un petit côté où la malversation financière, quelque part, on a le sentiment que c'est objectif, les chiffres sont froids, et voilà. Alors que le viol, 99% des viols restent encore impunis dans notre pays. Donc on aura toujours l'idée de se dire « Ah ben oui, mais il n'a pas été condamné. » Oui, comme 99% des violeurs, en fait. Et donc, tant qu'on ne prend pas en compte ces questions-là au niveau institutionnel, ça ne pourra pas avancer. Alors justement, pour revenir à l'actualité, donc c'est votre observatoire des violences sexuelles et sexistes en politique qui a été créé en février, qui est à l'origine des révélations sur Damien Abad, qui ont nourri l'enquête Mediapart. C'est exactement ce que vous disiez, d'une certaine manière. Avec cet observatoire, vous faites un peu la relève de l'État, alors que vous êtes une association, et vous faites finalement, vous occupez un rôle qui était inoccupé jusqu'alors. Ce qu'on a voulu faire d'abord en lançant l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, c'était d'avoir un rôle de vigie et de mise en lumière de ces questions-là. Donc on a voulu recenser et redonner une visibilité à, par exemple, tous les candidats aux législatives qui étaient pris dans des affaires de violences sexuelles. Enfin tous, du moins tous ceux pour lesquels on a pu trouver des articles de presse qui relayaient ces informations-là. Et de fait, ça a inspiré une forme de confiance à certaines femmes qui ne trouvaient pas d'endroit pour se faire entendre sur ces questions-là et qui se sont mises à nous parler, à nous écrire et à nous envoyer leurs témoignages. C'est évidemment un rôle qui n'est pas tenable à grande échelle. C'est impossible avec une absence totale de moyens et quelques personnes absolument bénévoles de suppléer à un rôle qui devrait être pris en charge par l'État et qui pourrait notamment passer par une extension des pouvoirs de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Et alors, donc, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour mener ces enquêtes, donc par exemple sur les candidats législatifs, pour recueillir les témoignages des femmes? Alors, si on reprend l'exemple des législatives, nous, on n'a fait que rechercher à partir des noms des candidats s'ils faisaient l'objet d'articles de presse relayant soit des enquêtes qui ont été menées, donc des enquêtes de presse type celles qu'on peut lire dans Mediapart ou d'autres journaux qui en font, je pense parfois au Monde ou à Libération, ou alors le relais d'articles de presse faisant mention de démêlés avec la justice. Donc, c'est pas à nous de faire le travail d'enquête en amont, et c'est pour ça qu'il faudrait une vraie structure qui puisse permettre aux femmes de se confier sur les difficultés qu'elles rencontrent. Justement, vous avez révélé le fait que Jérôme Perra, donc, qui était candidat aux législatives, a été condamné pour violence volontaire sur son ex-compagne. Et il avait été condamné à 3 000 € avec sursis. Elle avait eu 14 jours d'ITT. Il y a eu plusieurs affaires, commentaires de notamment Stanislas Guérini qui l'a défendu. C'est un honnête homme. Je ne crois pas capable de violence sur les femmes. Non mais vous voyez bien le 2 poids 2 mesures. Vous dites, je ne crois pas qu'il soit capable de violence sur les femmes. Si, il a été condamné pour. Sur sa femme, en l'occurrence. Finalement, il s'est retiré. Vous avez aussi obtenu le fait que d'autres candidats aux législatives se soient retirés. Est-ce que c'est déjà une sorte de première victoire pour vous ? C'est une forme de victoire et c'est une victoire à plusieurs titres puisqu'on parle là d'élire des législateurs. Et donc, ce sont ceux qui, demain, vont voter les lois et vont voter le budget. C'est-à-dire que
Moi, j'ai beaucoup de mal à concevoir qu'en élisant un homme qui a été condamné pour violence conjugale, je peux lui faire confiance pour qu'il puisse défendre des textes qui vont accorder 1 milliard d'euros pour les femmes victimes de violences et améliorer la prise en charge. Voilà. Je ne vois pas comment eux vont répondre aux besoins démentiels, parce que les besoins sont énormes dans ce domaine-là, et vraiment se mettre au service de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, le retrait de ces candidatures-là, c'est une victoire pour la cause des femmes. Oui. Et surtout, il y a aussi un volet judiciaire, puisque le fait d'être élu parlementaire peut amener à une immunité. Donc, ce sont aussi des personnes qui pourraient ne pas être jugées si elles sont élues. C'est effectivement un autre problème qu'on a très bien vu avec l'affaire du député Benoît Simian, qui était député ex-LREM de Gironde de 2017 à 2022. Benoît Simian, il a été à la fois accusé par son ex-femme de harcèlement et également il a été mis en cause par une de ses collaboratrices pour des propositions extrêmement déplacées, du style l'obliger à la faire dormir dans sa chambre d'enfant avec lui chez ses parents, ou ne pas vouloir lui prendre une chambre d'hôtel pour elle lorsqu'ils sont en déplacement, enfin des choses qui sont complètement ubuesques. Et donc on voit que dans le cas Simian, lorsque sa femme, en instance de divorce, demande à ce que la justice puisse progresser, la justice en a été empêchée du fait de son immunité parlementaire. Et il y a eu une décision d'une instance qui s'appelle le Bureau de l'Assemblée nationale, qui est présidée par Richard Ferrand et qui est majoritairement LREM, de ne pas lever cette immunité. Ce qui veut dire que l'immunité parlementaire, qui est une des garanties du bon exercice du mandat de législateur et qui est utile et qui a des fondements historiques et constitutionnels qu'on ne remet pas en question, ne peut pas être dévoyée en servant à échapper à la justice sur des questions aussi graves que celles des violences sexuelles. Quels sont les mécanismes aujourd'hui dans les partis qui existent pour enquêter sur les personnes qui vont être investies ou qui vont représenter le parti? Est-ce qu'il y en a dans certains partis ou pas du tout? Vous disiez les Républicains, il n'y a rien qui est mis en place. Alors les partis se sont saisis assez tardivement de cette question-là et l'ont toujours fait sous la pression de scandales. Un des premiers partis à le mettre en œuvre, c'est ELV, et c'est évidemment au moment de l'affaire Beaupin. Voilà, il y avait déjà des embryons de cellules d'écoute qui existaient, qui ont d'ailleurs permis d'entendre un petit peu certaines paroles à cette époque-là, mais il y avait un problème de... Si vous voulez, on tâtonne toujours dans ces sujets-là. Voilà. Chez LFI, il y a aussi eu une cellule qui s'est mise en place. Finalement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'enquête interne avant d'investir un candidat aux législatives, que ce soit dans n'importe quel parti politique. Oui, effectivement, les partis n'ont probablement pas le temps ni les moyens d'aller mener une enquête sur chacune et chacun des candidats qui souhaitent être investis. Après, ce qui est important, c'est qu'il y ait des enquêtes au moment où il y a des signalements. C'est-à-dire que si un tel a été investi et qu'il y a des femmes qui viennent se manifester auprès de la direction en disant « Nous, on a un problème avec lui parce qu'il s'est passé ça, viol, agression, etc. » Donc, ce qui se serait passé peut-être avec ta boîte. Eh bien, là, c'est important de réagir. Et c'est ce qui s'est passé à la France Insoumise. Lorsque est devenu de plus en plus insistant l'annonce de cette candidature, des femmes se sont manifestées, ce qui a poussé la direction à réagir et donc à débrancher sa candidature. Nous n'avons pas pu réagir à cela parce qu'en fait, on a appris l'existence de ce signalement pour violence sexuelle au même moment où on a appris qu'il n'était plus candidat. Et nous, notre objectif est de s'intéresser aux candidats, en fait, pas aux non-candidats. De la même façon qu'à partir du moment où Jérôme Perra n'était plus candidat, on a cessé de parler de lui. Notre but, c'était d'empêcher que puissent accéder à l'Assemblée nationale des personnes mises en cause pour violences sexistes et sexuelles. Et c'est en ça que le fait que Taha Bouaf n'ait plus été investi est une excellente nouvelle. Au PS, il y a également une structure qui fonctionne. Il faut dire que le PS a quand même dû survivre à l'affaire DSK et à l'affaire Marshall Beck du nom du président du MJS en 2017. Globalement, dans les partis de gauche, il y a des cellules qui existent et qui, je dirais, s'améliorent au fur et à mesure des affaires, sachant que c'est difficile et que ça ne peut jamais être fait complètement en oubliant que on est dans les enjeux de pouvoir, il y a des courants, il y a des motions, il y a des gens qui s'adorent, des gens qui se détestent et que c'est parfois très compliqué de devoir exclure quelqu'un dont on peut se sentir particulièrement proche ou avec qui on a un parcours militant d'une vingtaine d'années. Voilà, donc ça c'est pour la gauche qui fait des efforts et on peut saluer ces efforts. Chez LREM, ils ont mis en place une structure en 2020. Si quelqu'un arrive à trouver l'adresse, bon courage, c'est compliqué. Je crois qu'ils ont été saisis d'un cas
depuis 2 ans, ce qui paraît très faible vu le nombre de parlementaires qu'ils ont, par exemple, et vu aussi ce qu'on apprend au fur et à mesure sur ce qui peut s'y passer. Et déjà, sur le précédent quinquennat, il y avait plusieurs députés qui étaient mis en cause. Voilà, et à droite, il n'existe pas de cellule. Chez LR, le secrétaire général Aurélien Pradier dit qu'il gère lui-même les cas et qu'il a été saisi de 3 cas, ce qui paraît aussi assez faible au regard du nombre d'élus de ce parti. Et à l'extrême droite, c'est une question qui ne les intéresse pas. Donc, ils disent qu'ils n'ont pas de problème. Les partis traitent différemment cette question, mais le problème de fond, c'est qu'il n'existe pas d'entité globale à tout ça. Donc, une femme qui militerait dans un parti où il n'y a pas de cellule, elle est coincée. Une femme qui serait agressée par un homme qui n'a pas d'étiquette politique, elle est coincée. Si vous avez des agresseurs qui changent de parti ou changent aussi d'institution, puisqu'il existe des cellules, par exemple, dans certaines mairies. Il existe aujourd'hui une cellule à l'Assemblée, il existe une cellule au Sénat. Elle marche avec difficulté, puisque les présidents de ces 2 chambres ont fait le choix de ne pas transmettre les signalements au procureur, ce qui n'est pas conforme à la loi, mais c'est un autre sujet. Mais si vous voulez, une fois qu'un agresseur passerait d'une institution à un autre ou un parti à un autre, comment on assure un suivi? C'est pour ça qu'il faudrait une instance qui chapeauterait tout ça et qui serait transpartisane et impartiale. Alors, vous avez fait beaucoup de médias ces derniers temps et vous parliez justement de la libération de l'écoute après la libération de la parole. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, et on l'a vu notamment avec l'affaire Hulot, qu'on entend beaucoup parler de tribunal médiatique et qu'il y a une forme d'inversion de la culpabilité en fait entre les agresseurs et les victimes. L'inversion de la culpabilité, c'est un phénomène qu'on retrouve assez souvent dans les phénomènes de violence sexuelle qui va consister pour la personne mise en cause à aller, en l'occurrence, chouiner sur les plateaux télé en expliquant que c'est horrible, qu'on l'oblige à déballer sa vie privée. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'ai été contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Et que c'est très grave ce qui se passe et que c'est lui la vraie victime d'une cabale, d'un complot, probablement fomenté par des adversaires parce que son parcours est tellement brillant qu'on veut lui nuire. C'est à peu près ce qui se passe à chaque fois. On a eu une très belle illustration sur le cas Hulot lors des révélations d'envoyé spécial il y a 6 mois. On va me frapper de toute façon du saut ignoble de l'infamie et de l'ignominie sans me donner les moyens. Pourquoi ces femmes prennent-elles la parole pour vous accuser? Mais posez-leur la question. Je n'en sais rien. Je ne sais même pas. 5 femmes. Bruce Toussaint, je ne sais même pas de qui il s'agit. Et le plus souvent, dans cette stratégie de défense, on va dire « oui, mais attention, je suis condamné par le tribunal médiatique ». Alors de quoi on parle? Si on parle des réseaux sociaux, effectivement, il y a un problème avec les réseaux sociaux. Ils ne sont pas forcément soumis à la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui condamne les gens? Et si oui, à quoi? Moi, je ne sais pas. Mais si on parle du travail des journalistes, si on parle du travail des médias d'investigation qui vont chercher pendant des années, je rappelle que sur le cas Hulot, c'est 4 ans de travail pour envoyer spécial pour parvenir à sortir l'enquête. Je peux comprendre qu'à des moments, on ait le sentiment qu'il y a un tribunal médiatique. Mais d'abord, première chose, Nicolas Hulot va où pour dire que c'est un tribunal médiatique? Sur un plateau de télévision. C'est pas un tribunal, ça s'appelle une enquête journalistique. C'est une enquête journalistique. On a un sens de la responsabilité extrêmement fort. Sur le cas Abad, Marine Turki de Mediapart explique qu'elle a travaillé pendant 1 an en recoupant tous les témoignages, en se soumettant évidemment à des obligations légales qui sont prévues dans le droit de la presse et en pouvant faire face aussi à la plainte en diffamation, puisque le droit est du côté des 2 parties. Ils peuvent aussi les attaquer en diffamation. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Denis Baupin et il avait d'ailleurs lamentablement perdu. Et là aussi, on parlait d'une enquête de Mediapart qui avait été assez longue, Mediapart et France Inter. Donc le tribunal médiatique, c'est vraiment un espèce de concept un peu galvaudé qui est manipulé par les personnes mises en cause pour essayer d'expliquer que c'est dramatique ce qui leur arrive et qu'on se jette sur eux sans preuve. Évidemment, on ne parle pas de preuve au pénal puisqu'il ne s'agit pas d'enquête pénale, mais il s'agit d'un travail de journaliste qui se soumet à la même rigueur et aux mêmes lois que pour n'importe quelle enquête de presse qu'on ne remet pas en question dans d'autres domaines. Une émission comme Envoyé spécial, c'est de l'enquête, donc il ne s'agit pas juste de tendre un micro pour un témoignage. Après tout, n'importe qui pourrait accuser Nicolas Hulot, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs, d'agression sexuelle, de viol, de gestes déplacés, de comportements complètement déplacés. Donc c'est pas ça, c'est qu'à partir du moment où nous, on a eu ces témoignages, on a engagé très sérieusement des vérifications journalistiques, c'est quand même vraiment le minimum. Et en fait, au fur et à mesure des témoignages,
regardait avec Virginie, tous vérifiaient les lieux, les dates. Il y avait des choses vraiment qui nous faisaient croire que ces témoignages étaient extrêmement crédibles. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, si on se tourne plutôt du côté de comment transformer les choses? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, à votre avis, vous qui avez beaucoup travaillé sur la question, pour que les femmes soient vraiment entendues et que cette impunité cesse en fait dans le milieu politique? Je crois qu'il y a une question globale qui est déjà celle de la place des femmes en politique. Plus les femmes seront nombreuses, plus ça fera reculer ce type de comportement. Il y a des choses que les hommes se permettent quand ils sont à 90% d'hommes dans une salle, qu'ils ne se permettent pas lorsqu'ils sont à 50%. Il y a aussi des choses qu'ils se permettent quand ils savent que ça provoquera au mieux un petit sourire gêné, voire complaisant de leur supérieur. Mais si ce supérieur est une femme, peut-être qu'ils feront beaucoup plus attention et qu'ils réfléchiront à 2 fois avant d'avoir une parole ou un geste absolument déplacé. Donc il y a ça qui est un premier préalable, qui est celui de renforcer les lois sur la parité qui sont aujourd'hui largement insuffisantes. Et ensuite, il y a le fait qu'à un moment donné, il faut que le monde politique se soumette aux mêmes lois que celles qui règnent dans le reste de la société. Dans une entreprise privée, lorsqu'il y a un problème d'agression sexuelle dans une grande entreprise, par exemple, les RH peuvent tout à fait déclencher une enquête interne qui ne se substitue pas à l'enquête judiciaire, mais qui vient faire la lumière sur ce qui s'est passé et déterminer si, par exemple, il y a d'autres victimes au sein du même service, essayer de comprendre ce qui se passe. Et le temps de cette enquête interne, il est tout à fait possible de mettre à pied ou de suspendre la personne mise en cause sans que ce soit un substitut à une décision de justice. En politique, à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Dès qu'il se passe quelque chose, on dit « Ah ben oui, mais on verra, la justice, c'était la justice de trancher ». Et le problème, c'est que le temps de la justice n'est pas le temps politique. Si on prend la seule affaire qui a eu un débouché judiciaire, parce que je rappelle que DSK, Hulot, Baupin, Darmanin, etc., n'ont jamais été condamnés par la justice. Ils ont tous des casiers judiciaires vierges sur le plan des violences sexistes et sexuelles. Si on prend le seul cas qui a abouti, c'est le cas de Georges Autron. Georges Autron, il est ministre sous Sarkozy en 2011 lorsque l'affaire éclate et il a été condamné en 2021, c'est-à-dire 10 ans plus tard, pour viol en réunion. Condamné à de la prison. Mais en 2011, il quitte le gouvernement au moment de la révélation de ce scandale. Voilà. Si le gouvernement de l'époque avait dit « il faut que la justice fasse son travail », on voit bien que c'est absurde. La justice a rendu son verdict 10 ans plus tard. Est-ce que ça aurait été tenable, d'ailleurs, de dire 10 ans après « Ah bah oui, mais en fait, peut-être qu'on aurait dû agir à l'époque ». Évidemment qu'il faut agir sur le moment. Sans compter qu'il y a plein d'affaires qui n'auront jamais de conclusion judiciaire ou quasiment jamais. Quand on voit l'affaire Hulot, quand on voit toutes les femmes qui ont témoigné sur des faits qui se seraient passés depuis plus de 30 ans, la plupart sont prescrits, la plupart ne feront jamais l'objet d'une condamnation judiciaire. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'on pense vraiment... Nicolas Hulot a été entendu par la brigade des mineurs. Il a été entendu par la brigade des mineurs, mais en audition libre. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il ne s'est jamais rien passé, qu'il n'a pas un problème de comportement avec les femmes? C'est compliqué d'assumer cette position-là aujourd'hui, et pourtant, ça a été celle d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe et de Marlène Schiappa et de l'ensemble du gouvernement en 2018. Il faut aussi reconnaître que l'immense majorité des violences sexuelles restent impunies par la justice. Ça ne veut pas dire que le politique ne doit pas s'y intéresser. Alors, vous parliez justement tout à l'heure du fait d'étendre le rôle de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, pour que cette haute autorité puisse recueillir aussi les témoignages de violences sexistes et sexuelles. Est-ce que, pour vous, il y a d'autres mécanismes qui pourraient être mis en place, à la fois au sein des partis, à la fois à l'Assemblée? Vous disiez que c'était assez limité ce qui existait, pour justement que ça cesse, quoi. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en œuvre de façon assez rapide. Il existe à la fois pour les fonctionnaires, comme pour les collaborateurs qui travaillent dans les institutions où il y a aussi des élus. Eh bien, les fonctionnaires et les collaborateurs sont pour la plupart soumis à une obligation de formation. Moi, j'ai reçu en 2020 ma première formation sur le sujet. C'est tardif, j'aurais aimé la recevoir au début de mon parcours professionnel. Mais dans cette formation, on m'a expliqué à la fois l'état du droit, que faire si je suis victime d'harcèlement, d'une agression, d'un agissement sexiste, que faire si je suis témoin, quels sont les moyens de recours, etc. Eh bien, les élus, aujourd'hui, ne sont pas soumis à cette obligation. Ce qui veut dire que eux n'ont pas à se sentir concernés par le sujet. Ils peuvent le faire de façon volontaire, alors qu'ils légifèrent sur le sujet, et alors qu'ils sont dans des positions d'autorité par rapport aux fonctionnaires comme à leurs collaborateurs. Et on sait que dans ce type de violence, c'est évidemment lié au pouvoir des uns sur les autres. Donc ça, c'est une première piste, la formation obligatoire pour tous et tous. Et ça peut être mis en place assez rapidement. Ça pourrait être fait de façon assez simple, oui. Pour
pour peu qu'on ait envie de le faire. Il y a un autre sujet qui pourrait être celui déjà de quantifier l'ampleur de ces violences. Aujourd'hui, il n'existe pas d'études officielles au sein du Parlement ou au sein du gouvernement sur la prévalence de ces violences. Voilà. Le quantifier permettrait aussi de comprendre ce qui se passe vraiment et de mettre en place des solutions adaptées. Sur la question des études, j'avais entendu dans un podcast qu'il y en avait une qui avait été faite qui s'appelait Chères collaboratrices, qui disait... C'est des militantes qui font D'accord. Et donc, c'était une étude bénévole qui disait que, il me semble, donc c'était une collaboratrice parlementaire sur 2 qui était victime de blagues sexistes et une collaboratrice sur 5 qui avait été victime d'agressions sexuelles. Les seules études dont on dispose aujourd'hui pour mesurer les violences, que ce soit au Parlement ou dans les conseils municipaux, elles ont été faites par des associations, Chères collaboratrices à l'Assemblée nationale et le réseau élu local dans les conseils municipaux. Ce qui veut dire qu'une fois de plus, on se repose sur un travail militant et bénévole pour traiter un problème qui est un problème de santé publique, qui est un problème de santé et de sécurité au travail. J'en reviens à la question d'avant. La troisième piste qui relève de l'évidence, puisque c'est la loi qui le prévoit. Aujourd'hui, la loi prévoit pour tous les employeurs l'obligation de garantir la santé et la sécurité au travail de leurs salariés. Le simple fait qu'on ne mette pas en place ces protocoles pour prévenir les violences et pour les traiter et éviter qu'elles ne se reproduisent, ça veut dire qu'on se soustrait à cette obligation légale. Alors finalement, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il manque simplement du courage politique. Oui. Alors, dernière question justement par rapport au gouvernement qui a tout de même annoncé que la grande cause du quinquennat serait à nouveau l'égalité femmes-hommes. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement aujourd'hui et sur le long terme? C'est-à-dire aujourd'hui sur cette affaire Damien Abad et sur le long terme de façon générale. Moi, ce que j'attends du gouvernement, c'est une mise en conformité des paroles et des actes. On ne peut pas annoncer encore cet objectif qui avait déjà été très mal perçu à l'époque, perçu de façon complètement hypocrite du fait de la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Là, c'est carrément le bonus, quoi. On n'a plus une personne mise en cause pour violence gouvernement, maintenant il y en a 2. Donc il y a une première attente qui est celle de mettre en conformité les nominations qui vont au-delà des symboles, puisque Gérald Darmanin a dans son portefeuille la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et que Damien Abad sera également à la tête du service chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a ce premier sujet-là, et après il y a aussi la mise en place des solutions qu'on vient d'évoquer, que ce soit sur la formation, que ce soit sur les moyens, et que ce soit également sur la vérification de comment tout ça est mis en place. Et une fois de plus, là on est en train de parler de la question des violences sexuelles qui concerne les femmes qui fréquentent, les femmes et parfois les hommes, qui fréquentent le monde politique. Mais il y a aussi une attente énorme sur la prise en compte de cette question pour l'ensemble de la société. Le problème, c'est que c'est comme s'il y avait une forme peut-être de ruissellement là-dessus. Si on nomme des hommes qui ne sont absolument pas exemplaires, comment on peut attendre que le français moyen le soit ? Et c'est ça le problème, c'est que ce qui se passe au plus haut sommet de l'État a forcément des conséquences sur toute la chaîne. Alors, qu'est-ce qui vous donne de l'espoir aujourd'hui, si tant est qu'on puisse en avoir, du fait que ce mouvement MeToo politique puisse réellement amener à une transformation en profondeur du milieu politique pour que les violences sexistes et sexuelles cessent et que l'impunité cesse? Je crois que ce qui me donne de l'espoir, c'est l'engagement chez les femmes, particulièrement les jeunes femmes, où on sent que là, il y a une prise de conscience qui est assez forte. On voit des images qu'on n'aurait jamais vues il y a une dizaine d'années. On voit souvent des séquences sur les réseaux sociaux d'élus municipales qui sont victimes de propos complètement outranciers et très sexistes. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux leur apportent leur soutien. Monsieur Ravier, on se verra dans le 13-14, je vous préviens. Toujours le même hôtel à la même heure. C'est un goujat. C'est un goujat. Ça crée des vagues d'indignation et ça donne aussi à voir la réalité de ce que vivent les jeunes élus. Mais ça permet aussi de renvoyer à ceux qui les considèrent encore comme des gamines qui n'ont pas leur place dans ce type de cénacle. Monsieur le Président. Allez, écoutez. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement. Ça les renvoie aussi à ce qu'ils sont, des hommes du XXe siècle et qui, eux, n'ont plus leur place dans nos institutions. Bien, merci beaucoup, Fiona Texer, d'être venue sur le plateau de Blast. Merci. C'est la fin de cet entretien. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens pour aller plus loin et vous engager en description de cette vidéo. Pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre ce qui se joue autour de MeToo politique, prenez s'il vous plaît un moment pour partager cette vidéo autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous le rappelle, Blast est un média indépendant qui existe uniquement grâce à vous. Alors pour nous soutenir, avec vos moyens, rendez-vous sur blast-info.fr.
À très vite sur Blast.